Et bonjour tout le monde, on se retrouve donc à Malte pour cette vidéo que je vais te tourner par rapport au dispositif COS ancien. Donc on va parler de location nue ce matin. Tu sais que la location nue, c'est un petit peu le Graal de l'investisseur immobilier. J'ai tendance à te dire que si ça passe, si c'est rentable en location nue, eh ben c'est rentable dans tous les cas, parce que si tu fais de la location meublée, c'est encore plus intéressant. Si tu fais de la coloc, c'est encore plus intéressant. Si tu fais de la location courte durée, c'est encore plus intéressant. Donc si ça passe en nu, ça passe dans tous les cas et c'est royal. Tu as très peu de possibilité d'avoir des avantages quand tu fais de la location nue. On va dire que c'est le système le moins avantageux, mais tu as des possibilités d'optimiser, hein, notamment avec des dispositifs fiscaux. Hein, tu en connais plusieurs, tu as Malraux, tu as Pinel. Tu peux jouer avec le déficit foncier, mais tu as aussi donc le dispositif COS ancien. Avant, ça s'appelait le Borloo ancien, et tu vas pouvoir jouer avec ça dans certains cas particuliers. Comme je te dis, l'immobilier, c'est il n'y a pas de recette magique qui va marcher pour tout le monde. C'est que du cas par cas. On fait vraiment de la haute couture, du sur-mesure, et donc dans certains cas ça va être avantageux, dans d'autres non, et donc ça va dépendre de la stratégie que tu vas mettre en place. Donc en deux mots, en quoi ça consiste le dispositif COS ancien? En fait, il s'agit d'une déduction spécifique. Donc, tu sais comment ça marche, hein? Quand tu as des revenus fonciers, les revenus que tu vas déclarer aux impôts, c'est quoi? Eh ben, ce sont les recettes que tu encaisses, donc les loyers, moins les charges déductibles. Les charges, ça peut être les intérêts d'emprunt, ça peut être plein de choses, et ça s'arrête là, d'accord? Si tu as une charge en plus, donc là avec le dispositif COS ancien, ça va être un pourcentage de tes loyers que tu vas appliquer en charge. Tu ne vas pas vraiment les décaisser, c'est un cadeau que te fait le fisc. Et donc si tu as une charge en plus, ton résultat fiscal, donc les recettes moins les charges, le résultat fiscal il est plus petit. Si le résultat fiscal il est plus petit, bah, ça veut dire moins d'impôts, moins de CSG, et donc bah, tu es avantagé, d'accord, grâce à cette charge fictive, donc que tu ne décaisses pas. On va te compter une charge qui tu ne vas pas les décaisser, hein, comme la taxe foncière. C'est une charge, mais en même temps tu la payes. Donc ok, là le dispositif COS, tu auras donc une déduction que tu ne vas pas décaisser, mais qu'on t'applique. Donc c'est avantageux pour toi. Donc ça concerne qui ce dispositif COS ancien? Et ça concerne quoi? Bah, ce sont les logements que tu vas louer nus. Donc régime foncier, hein, voilà, les revenus fonciers et seulement au réel. Si tu as opté pour le régime foncier au forfait, donc le micro foncier, où tu as un abattement spécifique de 30% de tes revenus, ça ne sera pas compatible avec le COS. Donc il faut bien penser à passer au régime réel. Par contre, le régime COS il sera incompatible avec d'autres régimes. Si tu fais par exemple le dispositif Malraux, ce ne sera pas compatible, il faut choisir. Hein. Et si tu fais du Pinel, donc dans le neuf, ou du Pinel ancien, donc le Pinel ancien c'est de Normandie, à ce moment là ça ne sera pas compatible, il faudra choisir encore une fois qu'est-ce qui est le plus avantageux pour toi. Donc le Pinel, je te rappelle, c'est une réduction d'impôt, d'accord, alors que là le COS ancien c'est une déduction, c'est à dire que tu rajoutes des charges pour diminuer ton résultat, d'accord. Alors qui peut en profiter? Alors les personnes physiques, donc si tu as acheté en nom propre, eh ben, tu peux avoir recours au dispositif COS ancien, et éventuellement, enfin c'est pas éventuellement, les sociétés immobilières de type IR, donc transparentes. Toutes les sociétés en IS ne peuvent pas avoir recours donc au dispositif COS, d'accord. Donc personne physique ou alors société à travers des sociétés en impôt sur le revenu. Donc les sociétés transparentes, ça peut être donc des parts de SCI, des parts de SCPI, ça marche aussi, ou société civile, une SC classique. Quels sont maintenant les logements qui vont être concernés? Ben, ça peut être des logements neufs, comme je t'ai dit. Bon, après, à voir si c'est intéressant ou pas. À mon avis, je ne sais pas. Mais bon, peut-être cas particulier, ça peut être intéressant. Ou alors les logements plutôt anciens. Et donc, ça va marcher donc sur la location nue, sauf dans certains cas spécifiques, si je pense à te les dire à la fin. Tu peux éventuellement faire du meublé avec. Mais bon, c'est pas vers ça qu'on a envie de se diriger, hein.
Et donc ça marche, il faut que le logement devienne la résidence principale de ton futur locataire. Donc ça ne marchera pas pour une résidence secondaire et ça ne marchera pas si tu fais de la location courte durée. À savoir que y a des dispositifs où tu peux louer à tes ascendants, descendants, c'est-à-dire, j'en sais rien, ton gamin va faire des études dans une grande ville et donc tu veux pas payer un loyer dans le vent, tu vas acheter un appartement que tu vas louer à ton propre enfant et qu'après tu pourras revendre pour tirer une plus-value. Là, ici en logement COS, c'est interdit de louer à un ascendant ou un descendant ou à des personnes, des associés de la SCI si tu as acheté à travers une SCI. Donc l'éligibilité, hein, tu vois, c'est le matin, j'ai du mal, elle est conditionnée donc à quoi? En fait, il y a une convention qu'il va falloir que tu signes avec l'ANA. Donc l'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat. Donc il faut aller les voir, il faut signer donc une convention type, hein, que tu peux retrouver sur le site de l'ANA, www.ana.fr. Donc normalement, les conventions doivent être signées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 de cette année. Donc tu as encore très peu de temps si tu veux profiter de ce dispositif. À mon avis, ça va être prorogé. Sur le site de l'ANA, on ne te parle même plus du dispositif COS ancien, ils t'appellent ça mieux loué. Donc à mon avis, je pense que pour 2020, ça va être prorogé. Bon, après, je m'avance pas trop, je n'en sais rien, on ne sait pas ce qui est prévu. À mon avis, ça va être prorogé. Bon, ils appellent pas ça, enfin, tu iras voir sur le site, tu iras te promener, ils t'expliquent un petit peu tout. La convention, elle va durer combien de temps? Elle va durer 6 ans et elle peut aller jusqu'à 9 ans en cas donc de subvention travaux. C'est-à-dire qu'en plus, si tu as dans l'objectif de faire des travaux avec une subvention, c'est-à-dire que l'ANA va te payer une partie des travaux ou alors que tu vas faire un crédit travaux avec des taux avantageux, la convention peut durer jusqu'à 9 ans. Alors, autre petite information, tes locataires, donc c'est fait pour ouvrir et pour améliorer l'accès à la location, donc dans des zones en général où il y a un déséquilibre de demande, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes de location que d'offres dans les grandes villes, des choses de ce type-là. Donc, on va te demander d'ouvrir tes loyers, enfin tes logements à des gens qui auront moins de moyens que d'autres. Donc, il y aura des plafonds de revenus, des conditions de revenus qu'il va falloir satisfaire au niveau de tes locataires. Ces conditions, ça va dépendre de deux choses, du zonage en fait, c'est-à-dire de là où tu investis, hein, si c'est Paris, si c'est Orléans, si c'est Bordeaux, je ne sais pas, tu appartiens à une zone Pinel. Donc tu as plusieurs zones, tu as la zone A, la zone B1, la zone B2 et la zone C. Donc il faudrait que tu ailles voir toujours pareil, tu vas sur Google, tu tapes zonage Pinel et tu sauras en fonction de ta commune dans quelle zone tu es. Donc suivant la zone, tu as un barème de revenus à respecter par rapport aux locataires, d'accord? Donc ça, je te laisserai le consulter et ça va dépendre aussi de la situation familiale de ton locataire. Pour une personne célibataire, ça va pas être le même plafond de loyer que pour un couple par exemple, et qui sera différent aussi si c'est un couple avec un enfant, 2 enfants. Donc je te laisse le consulter par rapport à ta situation personnelle et par rapport au dossier de locataire que tu recevras pour ton logement. Je t'ai parlé donc de plafond de ressources, donc c'est suivant le type de convention que tu vas signer avec l'ANA. Tu en as 3 types, donc tu as la convention en intermédiaire, donc c'est-à-dire que les loyers vont être un petit peu plus hauts. En échange, tu auras donc la déduction spécifique, elle sera pas très importante. Après, tu as donc la convention en social. Donc là, les plafonds de revenus vont baisser pour tes locataires. En échange, tu auras une déduction spécifique qui sera plus importante. Et enfin, tu as le très social, c'est-à-dire que là, les loyers vont être encore plus bas et donc les plafonds pour tes locataires seront encore plus bas. Donc après, ça sera à voir, c'est à toi de faire tes simulations pour voir ce qui sera le plus important.
Donc, qu'en est-il de l'avantage fiscal? Et donc là, c'est des tableaux, je te laisserai les consulter. Je peux peut-être te les afficher ici, je ne sais pas si tu vas pouvoir les lire parce qu'il y a pas mal d'informations dessus. Donc l'avantage fiscal, je t'ai dit, c'est une déduction spécifique, c'est une charge fictive, tu ne vas pas vraiment les décaisser, mais tu vas pouvoir les imputer donc sur tes revenus pour pouvoir baisser le revenu et donc baisser ton bénéfice foncier, voire ton déficit foncier. Donc cette déduction spécifique, elle va en général entre 15% donc, de tes loyers que tu encaisses. Hein, donc imaginons que tu encaisses 10 000 € de loyer. Si tu as une déduction spécifique de 15%, tu as une charge de 1 500 € que tu peux déduire. D'accord? Donc ça peut être intéressant et ça va jusqu'à 70% de tes loyers. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Et je t'ai parlé tout à l'heure donc de conventions très sociales, ça peut aller jusqu'à 85% dans le cadre où tu confies la gestion à un organisme public ou associatif ou privé qui a un agrément avec l'ANA. Donc là, c'est-à-dire que c'est pas toi qui choisis ton locataire, c'est une agence souvent sociale qui va te mettre tes locataires en place. En échange, tu auras 85% de déduction spécifique. Donc autant te dire que tu ne seras plus imposable. D'accord? Donc cette charge, elle est cumulable avec toutes les autres qui sont prévues par le régime foncier. C'est-à-dire que ta taxe d'habitation, ta taxe foncière, donc c'est une charge, tu pourras cumuler avec les intérêts d'emprunt si tu as eu recours à un emprunt bancaire, des travaux si tu as fait des travaux, charges de copro si tu es en copropriété, les assurances et tout. Donc c'est-à-dire que si tu as un abattement, si tu as une déduction spécifique de 85%, autant te dire une fois que tu as rajouté les intérêts et tout, il y a de fortes chances que tu sois en déficit. Qui dit déficit, ça veut dire que tu ne paieras pas d'impôt. Mais fiscalement, tu peux être en déficit, d'accord? C'est-à-dire que tu ne paieras pas d'impôt. Sur le plan de la trésorerie, c'est-à-dire ce qu'il y a sur ton compte, tu peux être en trésorerie positive, c'est-à-dire avoir du cash flow, c'est-à-dire avoir des revenus en plus tout en n'ayant aucun impôt à payer, d'accord? Donc la location, je t'ai dit, il y a des plafonds de loyer, il faut que tu regardes par rapport au zonage, comme je t'ai dit, zonage A, B1, B2, C, zonage C, tu ne peux faire que l'intermédiation locative, c'est-à-dire que là ça ne marchera uniquement que si tu laisses ça à une agence qui fait de la... Et encore, il y a des zones, il y a certains endroits où tu as quand même le droit, c'est au cas par cas, il faut te renseigner dans l'ANA de ton département, d'accord? Et donc tu auras un plafond de loyer à pas dépasser, et ce plafond de loyer c'est par rapport au mètre carré, et donc après tu as juste une opération, une multiplication à faire, le loyer max multiplié par la surface de ton logement, ça te donnera donc le loyer maximum à appliquer. Donc tu vois, il va falloir faire des simulations, il va falloir faire un comparatif pour savoir si c'est intéressant ou pas. Parce que quand tu as un plafond de loyer, tu vas certainement le louer moins cher que sur le marché classique. C'est-à-dire que peut-être, j'en sais rien, tu as un logement qui va être louable sur le marché à 500 € du mètre carré, peut-être qu'en COS ça va être 350. Donc tu vas toucher moins de revenus fonciers. Après, moi, comme je te dis, il ne faut pas regarder par rapport au chiffre d'affaires qu'on fait. Un chiffre d'affaires, les loyers que tu encaisses, ça ne veut rien dire. Quand tu fais du business, ce qu'il faut regarder à la fin, c'est le bénéfice, c'est ce que tu as dans la poche, et c'est avec ce bénéfice que tu peux faire des choses. Voilà. Donc encaisser beaucoup d'argent et au final avoir un cash flow négatif, c'est pas intéressant. D'accord? Que encaisser moins d'argent mais avoir un cash flow positif, là ça peut être plus intéressant, d'accord? Et il ne faut pas se fier que au chiffre d'affaires, que au loyer que tu encaisses. Et donc on va regarder ce que ça donne. Je vais te faire un cas pratique pour illustrer et pour que tu voyes un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai regardé pour un T3 par exemple qu'on va louer chez moi sur Limoges. Donc Limoges, on est en zone B1. Donc j'ai regardé sur le parc privé un logement, donc un T3 de 60 mètres carrés, ça se loue on va dire à peu près à 10 € du mètre carré, c'est-à-dire à 600 € hors taxe, d'accord? Donc j'ai regardé le loyer moyen COS, donc en zone B1, tu vas dans la case B1 donc du plafond de loyer, on est à 7,96 € du mètre carré, c'est-à-dire que là cet appartement, au lieu de le louer à 600 €, on va le louer à 477,60 €. Donc là, tu as envie de dire, mais là, si je passe en COS, je vais perdre 122 € par mois. Oui, tu n'encaisseras pas ces 122 €. Par contre, on va voir quelles sont les conséquences.
Donc on va étudier les deux cas. Un premier cas où je vais le louer de manière classique, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien écoute, tu loues à 600 € par mois, donc ça te fait, tu multiplies par 12, 7200 € de loyer que tu encaisses à l'année. À cela, il va falloir enlever des charges. Donc la taxe foncière, on va dire qu'on va payer 550 € de taxe foncière. Tu vas avoir donc comme charge déductible les intérêts d'emprunt. Donc ce bien, on va dire qu'il vaut 80 000 € à peu près. Donc 80 000 €, si tu encaisses 600 € par mois, ça te fait 9% de rentabilité. Donc les intérêts d'emprunt, on va dire qu'on a fait un prêt autour d'1%. Sur 80 000, ça fait du 800 € à l'année d'intérêt. On va compter 1000 € d'autres charges, j'en sais rien, copropriété, petite réparation, assurance et tout. Et donc si tu fais 7200 moins les 550 de taxes foncières, moins les 800 € de charges d'intérêt, moins 1000 € le reste, et ben on est sur un résultat de 4850 € de revenus fonciers qu'il va falloir déclarer aux impôts. On va partir du principe que tu étais sur une tranche à 30%, donc tu vas payer 30% de ces 4850 €, ça fait 1455 à décaisser d'impôt sur le revenu. Et en régime foncier, tu as évidemment aussi la CSG 17,2%, ça nous fait ici 834 €. D'accord? Donc il va falloir que tu payes ces impôts-là par rapport à ce logement que tu mets en location. Maintenant, ce qui est intéressant de regarder, c'est au point de vue de la trésorerie, qu'est-ce qui se passe? La trésorerie, c'est l'argent que tu vas réellement décaisser. Donc tu encaisses 7200 € de loyer. À cela, tu vas décaisser vraiment de l'argent. Tu vas vraiment décaisser la taxe foncière. Donc 550 € de taxe foncière, il va falloir la payer. Là, tu vas décaisser aussi quoi? Le crédit. Niveau fiscal, il n'y a que les intérêts que tu peux déduire, mais sur le compte en banque, il va falloir payer la totalité donc, de l'échéance. Là, on est parti sur un crédit à 25 ans. 25 ans, ça te fait une échéance de 305 € tous les mois à payer. Donc, tu multiplies par 12, ça fait 3660 à décaisser au niveau de ton compte bancaire. Et les 1000 € de charges que tu vas décaisser aussi. Je t'ai compté 1000 € de charges forfaitairement, l'assurance, la copropriété et tout. Donc, il va falloir décaisser aussi les impôts. Je t'ai dit 1455 d'IR et 834 de CSG. On va faire la soustraction pour regarder si on est en cash flow négatif ou positif. Donc, 7200 de revenus moins 550 de taxes foncières, moins 3660 de crédit, moins 1000 € de charges générales, moins 1455 d'IR, moins 834 de CSG. On est sur un cash flow négatif à l'année de 299 €. C'est-à-dire ici un effort d'épargne de 300 € à l'année. Voilà si tu le loues sans le dispositif COS. Maintenant, on va comparer si tu le loues avec le dispositif COS, qu'est-ce que ça va donner? Ici, tu n'auras plus les 7200 € de loyer que tu vas encaisser. Je t'ai dit que le loyer il est plafonné à 7,96 € du mètre carré en zone B1, donc à Limoges. Et donc, le loyer ici il sera de 477 €. Donc, tu multiplies par 12, ça fait 5731 € à l'année que tu vas encaisser. Là, la taxe foncière, c'est la même, donc il va falloir enlever 550. Les intérêts d'emprunt, c'est toujours les mêmes, tu vas enlever 800 € d'intérêt. Et les charges que tu vas pouvoir déduire aussi. Je t'ai pris un forfait à 1000 €. Et en plus, donc tu vas avoir la déduction spécifique, ce que je t'ai parlé. Donc ici, tu regardes dans le tableau, zone B1. Donc en zone B1, ici tu vas pouvoir déduire 70%. Et là donc j'ai pris en intermédiaire, d'accord, en social, pardon. Faudra que je te mets l'info sur le côté. Donc en social, tu es en 7,96 € du mètre carré et donc tu as une déduction spécifique de 70%. 70% de tes loyers. Donc tu prends les 5731 que tu as encaissés, tu multiplies par 70% et ça te fait une déduction spécifique de 4011 €. Tu ne les décaisses pas, mais tu les rajoutes en charge pour diminuer ton résultat. Donc ça, c'est bon à prendre. Donc, quand tu fais le résultat fiscal, on en est où? Donc, tu encaisses 5731.
comme charge, tu peux compter la taxe foncière, donc moins 550, moins les intérêts, moins 800 €, moins les charges, le package de charges, moins 1000 € et moins les 4011 €, et ben ça te fait quoi? Un résultat qui est déficitaire fiscalement. Pour les impôts, sur ce bien-là, et ben tu perds 630 € par an. Bon, attention, les intérêts d'emprunt, tu ne vas pas pouvoir les compter en déficit, tu vas pouvoir les reporter, ça te fera un report pour quand ça va s'arrêter ton dispositif COS. D'accord? Donc, si tu as opté pour le dispositif COS, ici tu n'auras pas d'impôt à payer, donc ni d'IR ni de CSG. Bon, on va regarder maintenant au point de vue trésorerie ce que ça donne, c'est-à-dire réellement ce qu'il y a sur ton compte bancaire. Donc là, malheureusement, tu encaisses que les 5700 € de revenus, d'accord? Tu vas falloir décaisser quoi? La taxe foncière, tu vas la décaisser pour de vrai, donc moins les 550. Qu'est-ce que tu vas décaisser? Le crédit. Le crédit, donc je t'ai dit 3660 à l'année, il va falloir les payer. Les 1000 € donc de charges. Et donc on arrive sur quoi? On arrive sur un cash flow positif ici de 521 €. Donc tu vois qu'entre un cash flow positif de 521 € avec le COS et un cash flow négatif de moins 300 en régime normal, tu as un delta entre les deux d'à peu près 820 €. Donc tu vois, dans cet exemple précis, en encaissant moins de loyer, au final, tu as 800 € de cash flow en plus. Donc ça peut être intéressant au cas par cas. D'accord? Donc j'espère que tu as un petit peu mieux compris un petit peu le dispositif COS, en quoi ça consiste. Tu as plus que 2-3 mois pour courir à l'ANA pour faire ta convention. Et donc si je devais récapituler un petit peu, donc en COS c'est intéressant donc plutôt pour les grands appartements, parce que tu as vu que tu as un plafond par rapport au mètre carré. Donc si tu loues des petites surfaces avec un tarif du mètre carré en général qui est plus important, typiquement les studios, là le COS il va pas être efficient. Par contre pour des grands appartements où en général le prix du mètre carré diminue, là ça peut être intéressant parce que le prix du mètre carré va peut-être rejoindre, il n'y aura pas tellement de différence avec le plafond COS, donc ce sera plus pour des grands appartements, et en plus tu vises de la location meublée, donc on est en plein dans la cible. Donc ça va être intéressant, comme je t'ai dit, pour les loyers au mètre carré qui se rapprochent un petit peu donc du plafond COS. Et plus tu payes d'impôts, donc plus tu es sur une tranche marginale d'impôt haute, là l'exemple que je t'ai fait c'est avec une TMI de 30, et plus tu es avantagé. D'accord? Voilà. Par contre, les inconvénients, donc là tu vois qu'il y a des inconvénients, ça va être la durée minimale, tu es un peu obligé, tu es un petit peu emprisonné, au moins pendant 6 ans. Donc pendant 6 ans, tu es obligé d'exploiter en COS. Si tu as fait ça avec une SCI LIR, tu es obligé donc de garder l'appartement et donc pas de le revendre, mais aussi les parts de la société qui t'engage à garder pendant au moins 6 ans, voire 9 ans si tu as eu recours donc à un prêt de l'ANA par exemple. Et aussi dernier inconvénient, c'est que tes revenus donc sont moins importants. Comme je t'ai dit, tu as un plafond de loyer, donc au lieu d'encaisser le loyer sur le marché normal, tu vas encaisser des loyers moindres. Et pourquoi ça peut poser problème? Tu sais que ton banquier il prend comme revenu, par exemple tes revenus fonciers, il va les prendre en revenus, il va appliquer une décote de 70% de tes revenus et qui va comparer ça à tes charges. D'accord? Donc que tu sois en COS ou pas en COS, ton crédit il va rester pareil pour le banquier. Par contre, si tu encaisses moins de loyer, moins de loyer multiplié par 0,70%, donc la décote de 30% classique que va prendre ton banquier, peut-être que là on va déjà le ratio va être plus mauvais, et donc ça peut peut-être t'empêcher d'enchaîner. Donc attention, il faut vraiment faire au cas par cas. Et tu vois que cette règle elle est stupide parce qu'au final tu as plus de cash flow, mais le banquier il s'en fout de ça. C'est les cases qu'il a sur son ordinateur qui comptent. Donc attention, il faut regarder. Moi je pars du principe que tes loyers que tu rentres avec les 70% que va prendre ton banquier en compte, il faut que ce soit toujours supérieur au crédit que tu vas payer tous les mois pour que tu puisses enchaîner, pour que ça compte et que ça
te dégrade pas ton taux d'endettement. Donc tu vois, c'était une vidéo un petit peu complète, un petit peu peut-être difficile. J'espère que je t'ai pas perdu en route. J'essaierai de te mettre donc tous les éléments pour que tu puisses suivre en même temps que je te parle. Si tu as des questions, tu peux me les poser donc par mail, alexandre@clubdesrentiers.fr. Si tu apprécies cette vidéo, je t'invite à t'abonner donc à la chaîne YouTube Club des Rentiers. Tu peux me suivre sur Instagram, toujours pareil, Club des Rentiers. Et si tu veux rejoindre la plus grande communauté d'investisseurs sur Facebook, le groupe numéro 1, c'est Club des Rentiers en immobilier. Et tu viens rejoindre donc notre super communauté. Je te dis en tout cas à bientôt pour une nouvelle vidéo.